Bonsoir Roselyne Bachelot. Bonsoir Ruth Etlinger. Merci beaucoup d'être l'invitée de BFM TV. Vous êtes bien sûr ancienne ministre EMP. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes une retraitée de la politique. Je dis que je n'exerce plus de fonction politique officielle. Mais vous défendez vos causes. Voilà. Bien sûr. Et puis vous êtes une de mes consoeurs. Voilà. Tout le monde vous voit, co-animatrice de l'émission Le Grand 8 sur D8. Et demain, vous serez nommée aussi membre du Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes par le Premier ministre. Voilà, par le Premier ministre directement. Et puis, vous étiez membre de la commission Jospin sur la rénovation et la déontologie de la vie publique. Et c'est de ça que je voudrais qu'on parle d'abord, puisque l'information de ce soir, c'est François Hollande qui annonce la fin du statut de membre permanent, de membre de droit des anciens présidents de la République. Des anciens présidents de la République. Et c'était une de vos préconisations. C'était une préconisation adoptée à l'unanimité par cette commission de rénovation de la vie publique. C'est tout à fait une anomalie de la vie française. Que les anciens présidents de la République soient membres de droit d'une cour constitutionnelle est une sorte d'errance qui date du général de Gaulle qui avait voulu assurer un statut financier confortable à René Coty qui lui avait passé, qui lui avait permis de devenir, qui l'avait aidé à devenir président de la République. À l'époque, les présidents de la République étaient traités de façon assez pingre et il avait voulu qu'il puisse terminer sa vie de façon confortable. Donc, c'était pas une raison, c'est une raison sympathique. C'est un peu ça aussi aujourd'hui, c'est ça le problème? Alors le statut des présidents de la République s'est tout à fait amélioré. Je crois aussi qu'on est dans une période où les carrières politiques vont devenir de plus en plus courtes. D'abord, il y a le quinquennat, dont on risque d'avoir de plus en plus de présidents jeunes, comme Nicolas Sarkozy, qui seront membres de droit. Et véritablement, à cette anomalie, il doit être mis fin. Je regrette simplement que le président de la République souhaite que ça ne vaille que pour lui-même quand il sera plus président de la République et pour les autres présidents à venir. Je pense qu'il n'a pas voulu que ça soit considéré comme un règlement de compte. Vous auriez souhaité que ce soit appliqué immédiatement? Ah oui, moi je trouve que ça doit être appliqué immédiatement. C'est une anomalie grave. Donc les présidents Giscard d'Estaing, Chirac et Sarkozy ne soient plus membres de droit du Conseil constitutionnel immédiatement. Oui, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui font. Ils ne prêtent pas serment alors qu'ils sont membres du Conseil constitutionnel. S'ils sont poursuivis ou s'ils sont condamnés, ils n'ont pas à démissionner du Conseil constitutionnel alors que les autres membres, les membres nommés le sont, et ils ne passent pas l'examen de passage devant les assemblées parlementaires, même si, c'est pas un examen de passage, c'est une validation de la candidature, même si cette validation est de pure forme pour les membres du Conseil constitutionnel nommés, ça existe quand même, ça n'existe pas pour eux. Ça fait rigoler le monde entier de voir que les anciens présidents de la République française sont membres du Conseil constitutionnel. Bon, donc c'est fini pour les prochains. En tout cas, juste un tout petit mot, le parrainage citoyen pour les candidatures à la présidence de la République. C'était aussi une de vos propositions avec C'était une préconisation de la commission Jospin. Mais François Hollande ne le retient pas. Alors, François Hollande ne le retient pas. Nous, on a été une sorte de think tank. On a fait des propositions. Le président de la République les a analysées. Nous, on avait fait des propositions techniques, il les a analysées, évaluées à l'aune politique. Ma foi, s'il renonce au parrainage citoyen pour tenir bon sur l'interdiction du cumul des mandats, si j'ai à choisir, mais ce n'est pas mon rôle, je choisis véritablement l'interdiction du cumul des mandats. Donc ça, on l'attendra pour un petit peu plus tard sans doute. Semaine importante pour le mariage pour tous, pour le mariage gay. Grande manifestation ce dimanche des adversaires de cette réforme du mariage pour tous. Il y aura beaucoup de monde à votre avis? Je suis persuadée qu'il y aura beaucoup de monde parce que il y a véritablement une mobilisation très importante. C'est plus facile de se mobiliser contre que de se mobiliser pour. L'opinion publique française est largement majoritaire au mariage, mais quand on est un militant ou partisan du mariage, on a plus de mal à aller défiler. Et puis, le président de la République actuelle et sa politique sont extrêmement impopulaires, donc il y aura dans les manifestants des gens qui ne louperont pas l'occasion de pouvoir manifester contre François Hollande et contre son gouvernement. Oui, parce qu'à l'UMP, en l'occurrence, Jean-François Copé appelle à manifester, mais par exemple, François Fillon n'ira pas personnellement. On voit qu'il y a des différences, on voit qu'il y a des différences d'appréciation. On voit qu'il y a des sensibilités différentes, bien entendu. Je regrette d'ailleurs que je l'ai vu chez un certain nombre de militants ou de responsables, qu'on leur dit, écoutez, bien sûr, vous seriez peut-être d'accord, mais il ne faut pas perdre l'occasion de combattre le gouvernement. Qui est-ce qui dit ça? Ce n'est pas un certain nombre de responsables. Lesquels, par exemple?
écoutez, je ne vais pas citer de nom, mais le discours est explicite. On avait d'ailleurs fait à peu près la même chose au moment du Pacs, rappelez-vous, où un certain nombre, j'ai été la seule à voter... Je rappelle que vous étiez favorable au Pacs, comme vous êtes favorable au mariage homosexuel. Et un certain nombre de collègues, députés ou sénateurs qui étaient favorables au pacte civil de solidarité se sont vus tancer et on leur disait, écoutez, c'est un bon moyen de combattre le gouvernement qui était à l'époque le gouvernement Jospin, vous devez renoncer à vos convictions. Sur les questions de société, je milite pour la liberté de conscience. Ce sont des sujets qui ne doivent pas être instrumentalisés de façon politicienne. On a eu un débat autour de l'école. Vincent Peillon s'est inquiété de l'introduction de ce débat dans les écoles catholiques notamment. Vous avez l'impression que les écoles catholiques n'ont pas joué le jeu? Ou alors est-ce que c'est Vincent Peillon qui rallume la guerre scolaire? Il y a surtout eu un bal des hypocrites d'un côté et de l'autre. Parce que l'enseignement catholique, après avoir milité pour un débat dont on ne connaissait pas les contours, son secrétaire général est revenu sur ses positions. Il a dit « Ah non, mais c'est pas un débat dans l'école, c'est un débat pour les adultes. » Si vraiment c'est un débat pour les adultes, il n'a pas à se tenir dans les locaux de l'enseignement catholique. Dieu merci, l'Église n'est pas dépourvue de locaux dans lesquels on peut tenir ce genre de débat. Et puis de l'autre côté, Vincent Peillon tense l'enseignement catholique, en oubliant que certains de ses ministres, et Madame Najat Vallaud-Belkacem en premier lieu, on a d'ailleurs vu les reportages sur ce sujet, ne se sont pas gênés à l'intérieur de l'école pour faire du militantisme. Donc moi je dis effectivement l'école n'est pas le lieu de ces débats, ou du moins pas le lieu de ces débats quand ils sont aussi sensibles et au premier plan du débat politique. On parle des questions de société aussi dans l'école. Les jeunes en débattent eux-mêmes. Vous avez raison, mais on peut parler de ça au moment où le débat est apaisé, qu'on revienne par exemple dans l'enseignement catholique où il y a des cours d'enseignement religieux, que dans ces cours d'enseignement religieux, l'Église catholique et les professeurs d'enseignement religieux disent ce qu'est la position de l'Église. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. C'est absolument la possibilité qui est donnée dans ce cadre. Mais en ce moment, le débat est extrêmement sensible. Les débats pourraient donc déraper et il y a une obligation de réserve aussi bien dans l'enseignement catholique que dans l'enseignement classique. Du coup, est-ce que vous avez le sentiment que les électeurs catholiques vont plus se mobiliser ce dimanche ? Oui, les électeurs catholiques vont certainement se mobiliser. Se sentir concernés. Alors là, procréation médicalement assistée, il y avait un amendement qui était prévu de la part des députés socialistes et qui, semble-t-il, pourrait bien être retiré et reporter un projet de loi sur la famille plus générale. Est-ce que c'est un recul du gouvernement vous-même? Vous y êtes plutôt favorable? Oui. Alors, véritablement, le gouvernement pêche cher le fait de ne pas être affermi dans ses positions. Ils ne sont pas clairs, c'est ce que vous dites. Voilà, ça manque de clarté, ça manque de responsabilité. François Hollande faceille. C'est le rôle du président de la République d'être pourtant très clair sur cette affaire. Il y a une chose techniquement qui est sûre, c'est que la procréation médicalement assistée relève du Code de la santé. Et c'est l'ancienne ministre de la Santé qui a écrit la rénovation, la réécriture des lois de bioéthique, qui est bien placée pour vous dire exactement où est la procréation médicalement assistée. Donc que ça surgisse une rénovation, une modification de la PMA pour laquelle on peut être pour ou contre, mais que ça surgisse à travers un amendement parlementaire dans un texte sur le mariage, la filiation, sur un texte qui concerne le Code civil, évidemment, c'est une erreur. Il aurait fallu que la ministre de la Santé soit au banc défendant un titre sur la procréation médicalement assistée. Ça risquait d'être invalidé en fait par le Conseil constitutionnel. Ça risquait évidemment d'être invalidé par le Conseil constitutionnel. Je remarque d'ailleurs que pour s'en sortir, le gouvernement parle d'un nouveau texte sur la famille. Mais ça n'a pas à être dans un texte sur la famille. C'est une disposition du Code de la santé. Et on comprend bien que si on introduit subrepticement cette disposition pour laquelle je suis
mais on causera une inégalité entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels, puisque pour l'instant, la procréation médicalement assistée est réservée au cas d'infertilité. Donc on ferait une distorsion, et les couples hétérosexuels qui, eux, seraient discriminés si on introduisait cette disposition de façon subreptice. Donc il faut être affermi dans cette position. Le gouvernement, il est pour ou il est contre. S'il est pour, il fait un vrai texte. Et là, vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup d'hésitation, dans le fond, y compris à gauche, et y compris pour le président de la République ? Le président de la République a dit clairement, et sa ministre de la Justice l'a dit, la PMA n'est pas dans les promesses, enfin dans les engagements, plus exactement, dans les engagements du candidat Hollande. C'est absolument la vérité. Il doit tenir bon. Si c'est sa position, je ne la partage pas. Mais si c'est sa position, il doit tenir bon là-dessus et ramener à la discipline ses propres troupes. Soit il convient qu'il souhaite aller plus loin, et j'en serais tout à fait heureuse, et il doit dire on fait un vrai texte, on ajoute un titre de santé, et la ministre de la Santé sera au banc pour défendre cette position. Roselyne Bachelot, Henri Guénaud, aujourd'hui, qui était l'invité de nos confrères sur RMC Les Grandes Gueules, a dit il y aura une forte pression pour la PMA et après pour la grossesse pour autrui. C'est-à-dire, pour la PMA, ce sont des couples de femmes qui pourront avoir des enfants. Et ensuite, les couples d'hommes homosexuels demanderont aussi la grossesse pour autrui. Il y aura une forte pression, quoi qu'on en fasse, quoi qu'on en dise, ça viendra. Or ça, vous y êtes hostile. Vous, comme ministre de la Santé, vous avez interdit cette disposition. Alors là, je trouve toujours très, pas amusant d'ailleurs, consternant de voir qu'on essaie de faire peur aux gens. Vous vous souvenez les propos du cardinal Barbarin disant ça ouvrira la porte à la pédophilie et à l'inceste. Alors maintenant, on nous fait le coup de la gestation pour autrui. Il faut rappeler une chose très simple, c'est que la gestation pour autrui n'est pas ouverte aux couples hétérosexuels. Et elle ne l'est pas parce qu'il y a une disposition fondamentale dans notre code de la santé publique. C'est l'incessibilité du corps humain. Et ça, c'est un principe qui fait que la GPA, la gestation pour autrui, n'est pas ouverte aux couples hétérosexuels, elle ne sera pas ouverte aux couples homosexuels. Il n'y a pas de parallélisme des formes. Et il n'y aura pas la pression politique, la pression pour l'égalité des droits. Ce thème de l'égalité, il peut aller beaucoup plus loin et peut-être jusqu'à... Oui, mais je crois que ce qui fonde le droit éthique, du droit français, c'est bien cette incessibilité du corps humain. Et là-dessus, nous tenons bon. Juste un petit mot, Laurent Wauquiez veut déposer une motion référendaire avec d'autres parlementaires pour forcer François Hollande à organiser un référendum sur cette question. C'est une idée séduisante que le référendum. Je crains toujours dans le référendum qu'on ne réponde pas à la question posée. Et l'impopularité du gouvernement est telle sur ces dispositions économiques et sociales. Une récente étude d'opinion vient de montrer que 75% des Français ne croient pas à la capacité de François Hollande de combattre le chômage, c'est-à-dire que la plus grande partie de son électorat ne croit pas en lui. C'est une défaite politique tout à fait importante. Donc le risque, c'est que sur une question qui requiert l'assentiment. C'est un peu ce référendum. Voilà, et il se plante sur ce référendum à cause de ça, qu'on ne réponde pas à la question posée comme souvent. À l'UMP, vous y croyez, vous, à ces équipes mixtes, copéistes, fillonistes on a l'impression qu'il y a un malentendu. Valérie Pécresse dit « je ne suis pas une doublure ». Est-ce que ça va marcher? Vous les connaissez bien, vous? Je les connais bien. Moi, je souhaite que cela marche parce qu'il faut que notre mouvement se trouve en position de bien réussir ces élections. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les dernières ont été copieusement ratées, qu'elles ont créé un grand trouble dans notre électorat. François Fillon soit candidat en septembre prochain. Même au-delà de notre électorat, chez nos sympathisants. J'ai pas à dire la position de François Fillon, que j'aime infiniment, qui est un ami. Et moi, je souhaiterais évidemment qu'il soit candidat à la présidence de l'UMP. La tâche sera très, très rude, très, très lourde. Mais ce n'est pas ça que je souhaite d'abord pour lui, si vous le permettez.
quand même, vous avez l'impression qu'il y a une nouvelle génération qui émerge, en fait, et que peut-être Copé-Fillon, ils ont perdu beaucoup de crédit et que c'est au tour des autres. J'aurais souhaité, effectivement, que l'élection ne se résolve pas à un tête-à-tête mortifère entre deux hommes qui sont obligés, entre deux candidats, de vivre ensemble, vous voulez qui dire. sont obligés, oui, mais de durcir les coups dans un combat en face à face. Et j'ai beaucoup regretté qu'un certain nombre de jeunes pousses de l'UMP ne puissent pas, à cause d'un système de parrainage très difficile, et aussi de la pression qui avait été mise sur eux par le secrétaire général de l'époque, ne puissent pas se présenter. Je pense évidemment à Bruno Le Maire, à Nathalie Kosciusko-Morizet, à Xavier Bertrand. Je ne sais pas, il faut aussi qu'ils tiennent un message, qu'ils disent un certain nombre de choses, mais nous aurions eu 4 ou 5 candidats dans ce premier tour des élections, c'eût été sans doute meilleur, et je souhaite que les prochaines élections ne soit pas le remake des dernières et qu'on tire la conclusion des échecs passés. Alors je vois que l'animatrice de télévision n'a pas changé politiquement, elle a toujours gardé son franc-parler et son énergie. Merci d'être venue sur le plateau de BFM TV. Merci. Roselyne Bachelot, merci.